comprendre le droit international, c'est d'abord comprendre son objet. C'est la raison pour laquelle je vous propose de commencer cet enseignement par un premier élément introductif consacré à la détermination de l'objet du droit international avant de compléter l'introduction par un panorama des sujets et des caractéristiques du droit international. Alors, premier paragraphe introductif, l'objet du droit international. La caractéristique principale de l'objet du droit international, c'est qu'il n'est pas clairement identifié. Il n'y a pas une matière naturellement internationale. On trouve le droit international où on peut le trouver dans une affaire pénale, dans une affaire fiscale, dans le domaine de l'investissement, ou même dans une procédure entre commerçants, dans une procédure avec un voisin, lorsqu'il s'agit d'invoquer par exemple la protection européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme devant le juge français. Donc dans des domaines qui à première vue ne paraissent pas être spécialement soumis au relevé naturellement du droit international, on trouve des règles internationales. Alors il faudrait d'abord un rapide panorama des relations juridiques qui peuvent être concernées par le droit international. Il y a d'abord des relations internationales, disons stricto sensu, qu'on dit aussi relevées du droit international public. D'abord les relations entre États, les relations interétatiques. C'est le domaine naturel du droit international public. Une discussion sur une frontière, par exemple, la création d'une organisation intergouvernementale. Mais lorsqu'on dit que ce droit international est public, que cet objet est un objet public, on parle de la relation entre États. Car, en réalité, l'objet de la négociation interétatique peut être une question privée, peut être une question fiscale, peut être une question d'extradition en matière pénale, peut être une question d'indemnisation d'une expropriation, peut-être la question de la compensation pour la non-livraison d'un navire. Peut-être il peut s'agir aussi d'accompagner par une relation interétatique un projet industriel. Donc déjà, même lorsqu'on parle de relation interétatique, l'objet de la relation interétatique elle-même peut ne pas être authentiquement public. Outre les relations interétatiques, relèvent du droit international stricto sensu, des relations internationales stricto sensu, les relations extérieures des organisations internationales, des organisations intergouvernementales, les relations entre organisations internationales, par exemple, entre l'ONU et l'OMS, entre l'OMS et la FAO, ou les relations entre une organisation internationale et les États qui n'en sont pas membres. Mais relève également de ces relations internationales stricto sensu les relations intérieures des organisations internationales. Donc les relations de l'organisation avec ses fonctionnaires, la fonction publique internationale, ou les relations entre les organes de l'organisation, les questions budgétaires. Voilà les relations internationales stricto sensu. À côté d'elles, on trouve des relations qu'on peut appeler les relations transnationales, c'est-à-dire des relations qui mettent en présence des intérêts d'États différents, mais auxquels participent également des particuliers. On peut distinguer à cet égard des relations qu'on peut appeler des relations d'autorité. C'est l'hypothèse qui se vérifie lorsque un étranger, par exemple, se trouve en présence, se trouve en relation avec les autorités d'un autre État. On pourrait imaginer que cette relation transnationale entre l'étranger et un autre État, et l'État relève du pur droit interne. Eh bien, ce serait faux, car le droit international joue un rôle important dans plusieurs domaines. D'abord, dans le domaine de la protection de l'investissement à l'étranger, mais également dans le domaine de la fiscalité, pour éviter que l'étranger soit soumis deux fois, par exemple, à l'impôt, pour éviter la double imposition, et également pour protéger
certaines garanties générales de l'étranger et en réalité certaines garanties générales qui s'appliquent sans considération de nationalité. C'est la question des droits de l'homme dont bénéficie l'étranger vis-à-vis de l'État sur le territoire duquel il se trouve. Et il y a enfin ce qu'on appelle de façon plus stricte le droit international des étrangers, c'est-à-dire un ensemble de règles qui ont précisément pour objet la protection de l'étranger. Il y a deux séries de règles, celles qui relèvent du droit international coutumier, c'est ce qu'on appelle le traitement international minimum, qui protège la personne de l'étranger et ses biens contre l'expropriation, en assurant le droit à compensation s'il est exproprié à l'étranger, et puis également un ensemble de règles conventionnels, de traités qui viennent préciser et compléter, comme dans le domaine de l'investissement, il y en a des très nombreux, les traités bilatéraux d'investissement, compléter la protection de l'étranger. Dans ces relations transnationales, outre ces relations d'autorité, il y a également des relations purement horizontales, purement privées, c'est-à-dire des relations entre personnes qui ont des nationalités différentes. Les relations entre étrangers, entre personnes qui n'ont pas la même nationalité. Alors, dans ce domaine, qui est un domaine où le droit international joue un rôle beaucoup plus réduit, c'est d'abord une partie du droit interne, ce qu'on appelle le droit international privé, qui intervient pour déterminer devant les tribunaux de chaque État quelle est la loi applicable à la relation juridique. Le droit international proprement dit, le droit international public, joue un rôle marginal. Il intervient principalement pour deux raisons, deux fonctions. D'abord, pour obtenir l'uniformisation des solutions. Il y a alors ce qu'on appelle les conventions portant loi uniforme ou les conventions de droit international privé. Ce sont des traités qui font en sorte que dans tous les États partis, on arrive aux mêmes solutions juridiques dans la même situation, afin de faire en sorte que, s'il y a un litige entre deux personnes de deux nationalités différentes, la même solution soit adoptée, qu'on se trouve devant le tribunal de l'État A ou de l'État B ou de l'État C, harmoniser les solutions. Et enfin, le droit international peut jouer un deuxième rôle qui intervient lorsque la relation purement privée horizontale devient également une relation d'autorité, soit sous l'angle de la protection de l'investissement, soit tout simplement parce que le litige est porté devant le tribunal d'un État et devant ce tribunal de cet État, le tribunal incarne la puissance publique et donc on retrouve la dimension d'autorité et donc l'application notamment de la protection internationale des droits de l'homme. Enfin, il y a un troisième type de relation qu'on peut envisager, ce sont les relations purement intérieures. Les relations entre personnes qui ont la même nationalité dans le même État. Les relations entre Français en France, par exemple. Voilà un domaine où, a priori, le droit international n'est pas appelé à jouer de rôle. En réalité, cependant, même dans ce domaine, on retrouve la présence de certaines règles internationales et donc on s'aperçoit que même dans ce domaine intérieur, presque intime, on retrouve un rôle pour le droit international. Trois cas de figure principaux. D'abord, le premier, le plus important en pratique, c'est les règles, et c'est celui qui est constitué par les règles relatives à la protection des droits de l'homme et à la protection des travailleurs. Ces règles-là ont pour fonction première de s'appliquer également à des situations purement internes, c'est-à-dire aux salariés français licenciés en France par un employeur français. Un problème de liberté syndicale en France au sein d'une entreprise française. Et également pour les droits de l'homme, la liberté d'association, le droit au procès équitable, sont d'abord des garanties internes, des garanties qui concernent une relation purement intérieure.
Il y a également une deuxième hypothèse, qui est celle du droit humanitaire, hypothèse évidemment beaucoup plus exceptionnelle, c'est celle de la répression des crimes contre l'humanité, du génocide, des crimes de guerre, qui relève aujourd'hui principalement de la Cour pénale internationale, et qui peut trouver à s'appliquer, et d'ailleurs en pratique on le voit le plus fréquemment, peut trouver à s'appliquer même lorsque la victime et le criminel ont la même nationalité, et pour un crime qui s'est déroulé dans l'État dont elles ont la nationalité, à la fois la victime et le criminel dont ils ont la nationalité. Enfin, une dernière hypothèse, un peu particulière, concerne la protection de l'investissement. Avec les traités bilatéraux d'investissement, il arrive qu'une société locale, française par exemple, contrôlée par une société étrangère, se trouve à bénéficier elle-même, la société locale, de la protection du droit international des investissements, du fait précisément de son contrôle étranger. Et donc par le truchement du contrôle par des investisseurs étrangers, la situation tombe à nouveau dans le domaine du droit international des investissements. Ce panorama rapide pour comprendre que dans une infinité de situations, même purement internes, le droit international et le droit interne trouvent l'occasion de s'appliquer cumulativement. Ils s'appliquent les deux. Et donc les solutions pratiques en cas de litige, en cas de difficulté, vont dépendre des organes devant lesquels sont portés ces litiges. Pour les affaires proprement internationales, les rapports interétatiques par exemple, ou les rapports entre fonctionnaires internationaux, on est normalement dans un contentieux qui va être porté devant des organes internationaux. Et ces organes internationaux vont appliquer le droit international, et ils n'appliqueront le droit interne que dans la mesure où le droit international renvoie lui-même au droit interne. Il peut y avoir des exceptions. On a vu des litiges interétatiques portés devant le Conseil d'État. Et on sait, c'est la jurisprudence d'Egbo de la Chambre sociale de la Cour de cassation française, que dans les litiges entre fonctionnaires internationaux et organisations internationales, si le fonctionnaire international travaille en France et si l'organisation ne lui offre pas un recours devant une juridiction internationale, alors les conseils de prud'homme français, le juge du travail français, retrouvera sa compétence. Et alors, dans cette hypothèse, lorsque l'affaire sera portée devant la juridiction française, ça sera le droit français qui sera appliqué d'abord, et le droit international seulement dans la mesure où le droit français renvoie au droit international. Ce qu'il fait, du reste, avec l'article 55 de la Constitution française, qui confie la primauté au droit international. Dans les autres situations, les situations transnationales, les situations internes, encore une fois, le principe est le même. Si l'affaire est portée devant le juge interne, il appliquera le droit interne, sauf dans la mesure où le droit interne renvoie au droit international. Et si l'affaire est portée devant les juridictions internationales, elles appliqueront, ou dans une procédure diplomatique internationale, ils appliqueront le droit international, sauf dans la mesure où le droit international renvoie lui-même au droit interne. Voilà, c'est donc une situation où en réalité le droit international couvre des questions aussi ordinaires, des questions qui relèvent également du droit interne, et il va pouvoir s'appliquer soit devant le juge interne par renvoi du droit interne, soit devant la juridiction internationale ou une procédure internationale, si c'est cette procédure qui est choisie.